Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Laura Pallier, cofondatrice de Regat, une plateforme all-in-one de centralisation et d'automatisation comptable qui vient tout juste d'être rachetée par Conto. Nous allons parler d'entrepreneuriat, de go-to-market stratégie dans l'univers ultra concurrentiel du logiciel SaaS, de l'intégration par Conto et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans FinTech Club. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Je vais tout de suite te demander de te présenter pour que les auditeurs puissent te découvrir. Donc, je m'appelle Laura Pallier, je suis cofondatrice de Regat. On est deux associés, Alexis et moi-même. Et Regat, c'est un logiciel de gestion financière qui s'adresse aux directions financières des PME et aux experts comptables, et qui permet d'automatiser un certain nombre de traitements comptables, de process financiers, et donc de piloter sa société. D'accord, et donc c'est une start-up qui a été fondée il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez apporté sur le marché ? Parce qu'une solution de gestion financière... ça te semble familier comme... Ça me semble familier, il y en a quelques-unes qui existent, oui. Mais en préparant le podcast, j'ai quand même compris qu'il y avait des éléments de différenciation très importants qui ont fait votre succès très rapidement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, donc le produit n'est pas toujours évident à décrire parce qu'on a vraiment deux cibles qui sont très différentes. Les PME. Pour les PME, l'idée, c'était de se dire, parce que moi, je suis une ancienne directrice financière, et donc quand j'officiais en tant que directrice financière, j'avais plusieurs outils pour gérer la finance de l'entreprise. J'avais un outil pour les notes de frais, un outil pour les relances impayées, j'avais un autre outil pour le cash, etc., etc. Et donc, en fait, quand je suis sortie de là, je me suis dit, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas un outil qui me permet de gérer tous les flux que je dois gérer à un seul endroit, qui soit intégré avec la comptabilité, parce que souvent, c'était quand même quelque chose qui pêchait dans les outils qui étaient disponibles il y a 5 ans. Et on comprend pourquoi, parce que c'est pas évident de s'intégrer avec un logiciel de compta. Et donc voilà. Et donc en fait, on avait cette volonté d'avoir ce que nous on a appelé un cockpit financier, d'autres appellent ça l'OS financier. J'ai bien aimé le concept de cockpit ça financier. Ça parle. Voilà. Et en parallèle de ça, on avait une grosse partie des PME qui étaient quand même accompagnées par un expert comptable. Aujourd'hui, sur des sociétés nous on part des toutes petites sociétés, mais on va jusqu'à 300 personnes. Mais on va dire qu'on est en moyenne sur du 50-50. En fonction de la taille de l'entreprise, tu en as plus ou moins. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient avec des experts comptables. Et on s'est aussi rendu compte que le client d'expert comptable est souvent en recherche d'un outil pour gérer son quotidien avec ses tâches financières. Et il n'a pas de visibilité sur ce que fait son expert comptable. Et il n'a pas d'outils à sa disposition pour l'aider et collaborer avec son expert comptable. D'accord. Ça, c'était le postulat, effectivement, il y a 4 ans. Après, il y a des outils aujourd'hui qui sont arrivés sur le marché, donc voilà, c'est plus tout à fait... L'état de l'art n'est plus le même. Mais en 2020, c'est quand même assez étonnant, et on en parlait tout à l'heure, j'ai encore du mal à le concevoir. En 2020, quand vous créez Regat, après 15 ans de folie SaaS dans le monde entier, il n'y a pas eu encore de cockpit financier qui permet de proposer une solution complète, connectant un petit peu tous les besoins d'un directeur financier, notes de frais, facturation, expertise comptable. Quoi. Effectivement, non. Et d'ailleurs, quand on a commencé à arriver sur le marché là-dessus et qu'on a dit, nous, on veut justement avoir une approche cockpit, tout le monde nous regardait, mais attendez, vous ne pouvez pas tout faire bien. Il faut que vous choisissiez votre angle et que vous alliez dans une direction et c'est tout. Et nous, on était là, mais non, mais justement... Trouvez une niche, faites-le à fond. Et je comprends d'un point de vue entrepreneurial, c'est plus facile, effectivement, que la vision de cockpit, qui est clairement un gros challenge produit avec une étendue fonctionnelle très large, donc qui nécessite pas mal de moyens. Donc je comprends très bien ce discours-là, mais nous, on était vraiment aux antipodes. On disait non, vous n'avez pas compris. Et le premier point important, c'est justement de tout regrouper et d'avoir quelque chose de collaboratif. Et donc voilà, et donc on est parti sur quelque chose de collaboratif au sein d'une entreprise, entre la direction financière et les équipes, les salariés de la boîte, etc. Et collaboratif entre l'expert comptable et ses clients. D'accord, donc tout est connecté, mais en plus, c'est interactif, quoi.
Ouais, c'est très important pour nous. Vraiment collaborer en interne et en externe. Ouais, j'imagine que tu as une société. Ouais. Voilà, tu as un expert comptable. Tout à fait. Ouais. Voilà, ton expert comptable, quand il travaille... Ouais. Il est déconnecté, c'est vrai. Tu sais pas, t'as pas accès à son logiciel de finance. Tu transmets des informations, il les traite dans son coin, il t'en envoie d'autres, et toi tu les retraites dans ton coin. Et t'as de la chance quand tu t'envoies pas par bien, mail. Éventuellement, si t'as quelqu'un d'un peu tech en face de toi, t'as un drive. Voilà, on est quand même assez loin en termes de collaboration de l'optimal, on va dire. Ok. Donc voilà. Donc le cockpit. Pour arriver à cette notion de cockpit, quand même, vous faites le choix d'avoir une cible plutôt TPE, PME dans un premier temps, quoi. C'était vraiment notre cible de départ parce que, en fait, quand tu montes en gamme dans le marché et que tu vas sur des sociétés qui sont un peu plus grandes en taille, les process sont beaucoup plus complexes et là, tu vas avoir besoin de spécialisation et tu vas te retrouver face à des ERP. Ouais. Et là, tu te perds dans l'univers des fonctionnalités à développer. Etc. Donc nous on n'a pas été dans cette direction parce qu'en vrai un ERP ça répond aux besoins, c'est complexe, il y a des frais d'intégration, de mise en place, etc. Mais à la fin, après avoir fait un projet de plusieurs milliers d'euros, t'auras quelque chose qui va répondre aux besoins. Le problème justement pour la PME, c'est qu'elle n'a pas plusieurs milliers d'euros à mettre en place pour pouvoir avoir quelque chose qui fait le travail, quoi. Bien sûr. Donc du coup on s'est dit non, c'est cette partie du marché qui n'est pas équipée aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le marché, donc TPE-PME, mais la force, c'est aussi l'impact sur le secteur de l'expertise comptable, quoi. C'est vraiment là que le bas blessé, en tout cas. C'était effectivement un point très intéressant. Enfin, Regat, la complexité, alors je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a des modèles encore plus complexes, mais en tout cas, pour nous, la difficulté, c'était qu'on avait du coup deux personas à qui on s'adressait, les directions financières d'entreprise, donc les DAF, tout à fait. Et les experts comptables. Et ils n'ont pas forcément tout à fait les mêmes besoins, même si à la fin, c'est génial d'avoir ces écritures comptables et de les déverser dans son logiciel. Donc ça, c'est top. Mais malgré tout, chacun avait son besoin différent. Et nous, on a vraiment découvert... moi, je venais de l'entreprise, j'étais directrice financière, donc j'avais une très bonne compréhension de ce qu'on attendait sur une PME. Tu l'as vécu, ce pain point. Voilà, c'est ça, je répondais à quelque chose que j'avais vécu. En revanche, je n'avais jamais travaillé en cabinet d'expertise comptable, même si j'avais travaillé avec des experts comptables, mais on n'est pas toujours omniscient, on ne comprend pas forcément les enjeux qui sont de l'autre côté. Et donc, du coup, nous, ça a été hyper intéressant de travailler avec eux pour comprendre leurs enjeux quotidiens, les collaborateurs comptables, ce qu'ils recherchaient, ce dont ils avaient besoin. Donc, vous êtes allé tester votre intuition sur le terrain avec des experts comptables pour... construire quelque chose qui réponde vraiment aux besoins. Au début, du coup, on avait cette approche entreprise et qu'on a travaillé avec eux, on s'est dit mais ça va matcher, ça va répondre à leurs besoins. Et en fait, on s'est rendu compte que non, ils avaient des attentes très précises. Et finalement, ce canal expert comptable, finalement, ça avérait pas seulement un canal d'acquisition, mais un vrai marché avec une vraie clientèle en face, avec des besoins propres. Et du coup, on a beaucoup gagné en maturité sur... les 3 dernières années. Je dis 3 dernières années parce que la première année, on s'est vraiment concentré sur la partie entreprise, sur cette partie expert comptable. Et donc, c'est quand même allé très vite, puisque donc, première année, brainstorming, donc commencer à développer la solution avec les experts comptables en interne, et donc ensuite donc, commercialisation. Donc, seulement en 3 ans de commercialisation, vous êtes arrivé à 20 000 utilisateurs. À 10 000 TPE, PME, 500 cabinets d'expertise comptable qui utilisent Regat, quoi. C'est assez fou. Ça a été super vite, c'est vrai. En même temps, c'est vrai que c'était vite et c'est aussi énormément de travail, mais... Bien sûr, j'imagine. mais oui, ça a été assez vite. On a commencé en février 2020, la première ligne de spécification fonctionnelle de ce qu'on voulait, de ce qu'on avait imaginé dans notre tête. Et du coup, on a mis... presque 10 mois à peu près pour produire un MVP et onboarder notre premier client. Et ensuite, ça a été assez vite. Alors, le début était un peu difficile parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on avait fait un truc qui était sympa, très focalisé sur la partie gestion des factures fournisseurs, workflow d'approbation et mise en paiement. Donc ça, c'était bien. Mais nous, on avait bien évidemment des briques complémentaires qu'on voulait ajouter. On avait déjà notre roadmap dans notre tête en se disant il faut aussi qu'on ajoute la partie carte parce que c'est complètement un non-sens de devoir mettre ses cartes sur un autre outil, mettre ses factures fournisseurs autres sur un autre outil.
Et donc, on s'est vite heurté au fait que, attendez, les gars, c'est génial ce que vous proposez, mais vous pouvez pas intégrer la carte parce que moi, j'ai un autre outil pour la carte. Et là, du coup, voilà. Ça, c'est le début des ennuis avec comment ça va être le doigt dans des doléances qui Exactement. se Et donc, du coup, les premiers mois, le temps qu'on rajoute cette carte, pour avoir une solution vraiment qui couvrait toute la partie, ce qu'on appelle Purchase to Pay, ça nous a pris un peu de temps. Donc, les premiers mois, on a eu une croissance très lente avec des bêta-testeurs, on va dire, parce qu'on était quand même sur un MVP, donc il y avait beaucoup de choses à améliorer, etc. Et puis après, une fois qu'on a eu le bon set de fonctionnalités, ça a été beaucoup plus vite. D'accord, donc assez incroyable. Et alors donc ensuite, onboarding du premier client, comment ça s'est fait? Comment vous avez adressé un petit peu le marché? Vous êtes concentré sur un secteur en particulier, ou ça s'est fait par réseau? Enfin, comment vous avez lancé la machine? Ouais, je pense un peu comme tous les entrepreneurs. Au début, on se dit qu'on va jouer sur le réseau. Moi, je suis vraiment quelqu'un je suis nulle en networking. Je ne sais pas faire. D'accord. Les gens que j'aime bien, je les vois parce que ça me fait plaisir de les voir, mais je ne sais pas networker. Donc, du coup, voilà. Mais j'ai de la chance d'avoir un associé qui, lui, c'est un peu plus networker. Ouais, donc, du coup, on a commencé à faire un peu par réseau, essayer de contacter les uns les autres. Est-ce que tu peux mettre en relation avec Bidule, machin. Mais finalement, notre premier client, on ne l'a pas eu comme ça. C'était pas quelqu'un qu'on connaissait, c'était un vrai premier client qu'on ne connaissait pas. Qui a vraiment été séduit par votre solution, quoi. Okay. Et c'était marrant parce que du coup, on vendait sur la base d'un prototype, en fait. Enfin, on vendait... Oui, c'est ça. On faisait une démo sur la base d'un prototype, d'un produit qui n'existait pas, qui était en cours de construction. Ouais. Donc, du coup, on est arrivé, on devait onboarder le premier client. Là, tu te dis, ah mince, on te livre la première version du truc. Et là, c'est pas... Enfin, il y a encore de la peinture sur les murs, c'est pas sec du tout. Mais il n'y a rien qui marche, faut y aller, etc. Et je me souviens, les premiers jours, on était 3 non-tech, et on était 4 non-tech, et on était là en train de tout tester dans tous les sens et tout. Et ouais, pour être prêt pour onboarder le premier client qui attendait. Attention, les gars, c'est parti. Attention. Mais non, super. Et d'ailleurs, ce premier client, là, ils viennent de partir parce que la boîte, elle a grossi à l'international, etc. Et donc, en fait, commençait à sortir de la taille d'entreprise qu'on pouvait accompagner. C'est devenu un grand compte, quelque part, qui avait besoin de plus de fonctionnalités. Exactement, et de reporting consolidé, etc. Donc, mais ce DAF qui nous a choisis, je l'ai eu encore au téléphone quand il est parti, parce que quelque part, il y a un peu une relation... Oui, j'imagine. On en parle tous les deux avec des trémolos dans la voix, quoi. On est super fiers de vous avoir accompagnés. Merci de nous avoir fait confiance. C'est génial. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est sympa. Non, mais c'est beau. Mais parce qu'effectivement, donc on le disait un petit peu, mais pour préciser, votre cible, c'est entre 1 et 300 postes. Hein, c'est ça que tu... Ouais. On parle... Il y a beaucoup de gens qui vont définir leur cible par rapport à un chiffre d'affaires, etc. C'est vrai que nous, on raisonne plus en nombre de personnes parce que finalement, tout ce qui est lié au processus financier, pas que, mais malgré tout, les flux, la complexité des flux, le contrôle que tu veux mettre en place dans la société, et souvent ça s'accompagne en fait d'un grossissement des équipes. Sûr, ouais. Quand une entreprise elle a 20 personnes dans son équipe, elle va pas, mettre des process à l'infini non plus. Alors qu'elle peut faire plus de chiffres qu'une entreprise avec 200 personnes. Exactement. Voilà, tout à fait, t'as raison. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on parle souvent en termes de personnes, parce que tous les histoires de circuit d'approbation des factures et tout, c'est des choses qui arrivent avec la croissance de l'entreprise. Mais après, comme on accompagne les experts comptables et qu'une grosse partie de la clientèle des experts comptables est composée d'entreprises beaucoup plus petites, on a réussi à faire une configuration d'outils qui est plus simple, qui embarque beaucoup moins de fonctionnalités, mais qui permet de répondre aux premiers besoins de je veux faire une facture fournisseur, je veux payer une facture... Non, je veux faire une facture client, excuse-moi, et je veux payer une facture fournisseur. Bien sûr. Voilà, mais quelque chose de plus simple. Donc, voilà. Et donc ensuite, après ce fameux premier client, donc vous avez continué à adresser le marché, mais une stratégie en particulier a pris le dessus sur les autres, ou qu'est-ce qui a vraiment commencé à vous faire décoller? Dans l'aventure entrepreneuriale, ça a toujours été un grand débat sans fin autour d'un spritz qu'on avait avec mon associé. C'est les meilleurs débats. De brainstorming. Exactement. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se concentre vraiment uniquement sur la partie expertise comptable,
et leur typologie de clients, ou est-ce qu'on se concentre sur la partie entreprise, en sachant que quand sur l'entreprise on te dit là il faudrait qu'on avance sur les fonctionnalités de budget, clairement le boulanger du coin qui travaille avec l'expert comptable, le budget, il s'en fiche. Ouais, okay. Donc en fait il y a parfois un grand écart dans les fonctionnalités et les besoins des uns et des autres, et forcément quand tu as un niveau de ressources limité, il faut faire des choix, des priorisations. Et quand tu développes quelque chose pour une typologie d'entreprise, enfin un de tes personnages, ça va pas forcément servir au deuxième. Donc voilà, nous on a toujours eu cette espèce de débat de est-ce qu'il faut qu'on laisse l'un des deux pour aller accélérer sur l'autre, etc. Et en fait, on n'a jamais réussi vraiment à choisir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on fait les deux qu'on est encore là et qu'on a réussi à survivre. Parce que c'est vrai que c'est une plateforme donc, de centralisation et d'automatisation comptable. Ouais, exactement. Donc tu connectes tous les outils, tu as une solution all-in-one qui est d'ailleurs intégrée aussi à la plupart des outils déjà sur le marché. Oui, alors c'est vrai, parce qu'il va quand même y avoir des outils qui vont être quand même très techniques, qu'on va jamais pouvoir remplacer. C'est pas notre et qui peuvent être aussi des trucs spécifiques à certains secteurs. Typiquement, je donne un exemple. On va pas refaire Stripe, quoi. Donc ça peut être sympa de s'intégrer avec Stripe, on va dire. Il y a des choses où en fait, il y a quand même besoin de récupérer l'information. Le tout étant de créer ce hub pour pouvoir se mettre donc en surcouche du logiciel de comptabilité et automatiser tous les traitements. Donc beaucoup de travail avec ces intégrations, surtout qu'en fait les logiciels de comptabilité comment dire ça avec les bons mots, il y a des logiciels qui sont quand même un peu vieillissants, qui ont été créés il y a quelques années. Ils sont toujours très robustes, mais enfin voilà, les technologies sont pas toujours de dernier cri, et le concept d'API reste quelque chose d'assez abstrait pour eux, pour ne pas dire abscon, mais toujours super fluide. Non, mais surtout la majorité sont pas du tout apaisés, donc en fait trouver la possibilité, enfin la façon de se connecter avec eux, le bon connecteur, fiabiliser les intégrations et tout ça, c'est un travail énorme. Et je pense que là-dessus, on a acquis une certaine expertise qui n'est pas très commune sur le marché. Donc, mais bon, à nos dépens aussi. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Hein, on apprend en tombant aussi. Vous êtes deux cofondateurs. Hein, donc, tu as fondé Regat donc avec Alexis. C'est donc, ça, il y a 4 ans, Alexis Renard. Comment vous êtes répartis les tâches, les rôles, les missions Toujours important cette question du binôme, du duo. C'est vrai. Alors déjà, je trouve ça quand même beaucoup plus simple de partir avec quelqu'un. Donc moi, c'est ma première aventure d'entrepreneur. J'avais jamais... plutôt réussi. J'ai de la chance, effectivement. Non, c'est ma première aventure, et j'ai la chance d'être partie avec quelqu'un que je connaissais déjà très bien. Puisque quand j'étais directrice financière, c'est Alexis qui m'a recrutée. Il dirigeait Mailjet à l'époque, et donc en fait, on a travaillé 5 ans ensemble chez Mailjet. Lui en tant que CEO et moi en tant que directrice financière. Et quand on a décidé de créer Regat ensemble, on se connaissait quand même déjà super bien, avec nos défauts et nos qualités. On connaissait chacun les défauts et les qualités de l'autre. Bien sûr. Et je pense qu'on savait déjà qu'on était hyper complémentaires, donc c'était bien pour partir. Et après, Alexis, lui, son expertise, c'était vraiment monter une boîte, scaler une boîte. Il a un go-to-market assez... il est très fort sur cette partie-là, que moi je maîtrise, j'ai appris, mais c'était pas du tout mon domaine d'expertise, et moi j'apportais plutôt la vision métier, les besoins du terrain, la compréhension financière et comptable. Et donc du coup, naturellement, on avait chacun des champs d'expertise différents. Donc moi, j'étais plutôt sur la partie produit, j'intervenais pas mal sur la partie des opérations avec les entreprises. Lui, c'était pas sa première boîte tech, donc il comprenait bien les enjeux tech. Il travaillait beaucoup avec du coup le CTO, pendant longtemps on n'a pas eu de CTO d'ailleurs, mais sur la partie tech et la partie sales et marketing. Donc voilà, c'était un peu notre répartition. Mais maintenant, vous n'aviez pas de CTO, Ouais, non, ça c'est un... pour une boîte tech, c'est inhabituel aussi. Oui, c'est très inhabituel, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça nous a un peu joué des tours au début pour les financements, parce qu'effectivement, ça sort du modèle qu'on attend d'une société tech, et les VC étaient un peu frileux là-dessus. Qui va faire le développement Mais
du coup, nous, en fait, dans ce modèle-là, ce qu'on avait fait comme choix, c'était d'externaliser la production, enfin le développement, pardon, avec une société qu'on connaissait bien, avec qui on avait déjà travaillé chez Mailjet, et pour qui nous accompagne sur la partie MVP. Vous n'êtes pas dit, il faut qu'on soit 3, quoi. Il faut qu'on ait un CTO dans l'équipe, vous en connaissiez peut-être pas. C'est pas évident de trouver la bonne personne, et les bonnes personnes n'ont pas forcément envie d'avoir une aventure entrepreneuriale. Non, et puis surtout, je pense que quand il y a un duo d'associés qui a une bonne dynamique, c'est pas toujours évident de rajouter c'est un pari, la troisième personne. Risqué, c'est sûr, c'est pas forcément évident. Donc bon, si tu connais la personne et qu'il y a une bonne dynamique à 3, pourquoi pas. Mais nous, en fait, surtout ce qu'on s'est dit, c'est que là, il y a une problématique de time to market. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on délivre. Et si on commence à partir à la recherche de la perle rare pour lancer la société, on va perdre 6 mois. Et dans 6 mois, et d'ailleurs, on a eu raison de se dépêcher, parce que quand on voit toutes les sociétés qui sont apparues sur la compta tech ces dernières années, les tours de financement qu'il y a eu, etc. Ça allait vite. Mais nous, on est déjà rentrés un peu tard, mais si on avait attendu 6 mois de plus, on n'existerait pas. Ça s'est joué vraiment à 6 mois près. Oui, vraiment. C'est incroyable, c'est fou. Parce que, donc, du coup, vous avez externalisé. Donc, effectivement, c'est assez inhabituel. Donc, mais pour driver quand même le développement, donc c'était toi principalement au début qui était sur la partie produit, en interaction avec les experts comptables pour sortir quelque chose qui faisait du sens, quoi, le plus vite possible. Alors, au début, pas avec les experts comptables, puisque c'est sur la partie entreprise plutôt. Mais oui, mais après, nous, on a recruté très rapidement un comptable et une personne du produit pour nous aider. Comptable, pas juste pour faire la comptabilité, un comptable pour aider et driver, influencer le produit. Pour la réflexion, c'est génial ça. C'est excellent. Ouais, mais c'était important en fait d'avoir, parce que moi j'étais directrice financière, comme chef produit, mais j'étais pas comptable. Ouais, non, mais donc excellent. Du coup, voilà, on a pris le chef comptable avec qui je travaillais chez Mailjet, qui nous a rejoint, et on a recruté une personne du produit qui, du coup, avait la compréhension de ce qui était le travail des devs, qui pouvaient les challenger sur leur choix de technique, etc., etc. Donc voilà, nous, c'était on était 4 non-devs, et tous les devs, presque tous, étaient externalisés, et on a eu un recrutement en interne, et après, on a avancé comme ça. Mais effectivement, Séricide, les retours, c'était les gars, c'est trop bien ce que vous faites, mais faudrait que vous ayez au moins 50% de votre tech internalisé, quoi, parce que là... c'est marrant ça. Bon, ça vous a pas trop gêné, puisque finalement, donc 2 ans après, quoi, 2022, après la Séricide, donc 20 millions quand même de levée. Un peu plus en vrai d'ailleurs. Un peu plus même. On a communiqué sur 20, mais c'était un peu plus. Donc, bravo, auprès de 360 Capital, de Valar Capital, Peter Thiel. C'est ça. Donc, c'est Banco. Écoute, jackpot. Par le plus grand des hasards, il se trouve que c'est également un des fonds qui est très présent au capital de Conto. Qui du coup vient de nous racheter. Donc c'était assez bizarre d'ailleurs d'avoir cette conversation avec eux qui étaient un peu des deux côtés. Mais bon, on était assez fiers de... Et ça a été fluide, rapide avec eux. Ça a été incroyable. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un ovni dans... Non, mais c'est vrai, ce fonds est un ovni par rapport à tous les autres fonds avec qui on a discuté. Et Dieu sait que, comme beaucoup de founders, on a parlé avec un nombre relativement important de fonds. Mais ouais, un ovni. Les gars, on leur a parlé... on a parlé à quelqu'un de leur équipe une première fois. Une semaine plus tard, ils nous disent cool, est-ce qu'on peut pas se reparler avec les 2 managing directors du fonds? Et là, on leur parle, et je sais pas, 2 heures plus tard, ils nous shootent une term sheet. Ça s'est fait comme ça, quoi. Et nous, et les interactions qu'on avait jusqu'ici avec les fonds, c'était et alors, est-ce que je peux avoir l'accord du bidule machin sous l'angle comme ci, et puis sous l'angle comme ça, et puis alors, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez mieux faire, et qu'est-ce que vous... Enfin bref, tu connais la chanson. Alors que eux, c'était tu coupes les cheveux en 4, encore et encore et encore. Alors que moi, mon intime conviction, c'est quand même qu'à la fin, le gars, je pense qu'à peu près dans l'heure qui suit, il sait très bien s'il a envie d'investir chez toi ou pas. Et après, c'est un peu de la post-rationalisation. Et eux, pas du tout, quoi. Enfin, les gars, ils nous ont fait un entretien ultra musclé, clairement. C'était le plus musclé que j'ai vu, mais qui changeait complètement des autres entretiens, qui étaient plus, en fait, du challenge personnel.
mais toi, avec ton parcours, tu viens de KPMG, c'est tellement mainstream, tu crois que tu vas disrupter quoi Ah ouais, d'accord. Ah oui, vraiment perso, quoi. Ouais, perso. Pas sur le produit. Qu'est-ce que t'as dans le ventre, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et donc voilà, on est sortis de là, on s'est regardé avec Alex, on s'est dit, c'est bizarre. Ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé? Je sais pas. Et puis, finalement, on a eu la term sheet quelques heures après, donc, et voilà. Okay. Quoi. Il pousse vraiment loin, il te challenge vraiment pendant l'entretien, mais après, il se décide super rapidement. Quoi. C'est la première fois. Tu sais, t'entends beaucoup de discours des fonds, des VC qui disent ouais, on investit sur une équipe plus que sur un produit, etc. Enfin, notamment en early stage. Bien sûr, ouais. Et moi, j'ai toujours écouté ça d'un air dubitatif parce que quand je vois les échanges qu'on a et quand je vois quand on descend dans le niveau de détail, etc., et que quand t'as une boîte qui a 8 mois d'ancienneté, on te dit ouais, mais est-ce que t'as des chiffres pour prouver ton go-to-market? Mais en fait, non, j'ai un MVP, je viens de le sortir. Comment tu veux que j'ai des chiffres? Et le benchmark, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et voilà, mais tu as conscience que sur du précis, je ne vais pas avoir de chiffre de go-to-market à te donner. Quoi. C'est complètement hallucinant comme question. Sur 15 ans. C'est ça. Et donc, j'étais très dubitatif sur ces statements, on a investi sur des founders. Et là, j'ai eu une démonstration magistrale de ce statement. Donc, si, c'est vrai, ça existe. Il y a des gens qui investissent vraiment principalement sur les founders. Incroyable. Puis après, ils sont spécialisés en fintech. Donc, je veux dire, je pense qu'ils ont tout de suite vu que leur perception du marché et ce qu'ils pensaient être la direction dans laquelle il fallait aller correspondait à la nôtre. Et ils n'avaient pas besoin d'aller faire tout un tas de calls dans tous les sens pour se persuader qu'on était dans la bonne voie. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est une double confiance, quoi. Ils ont confiance en vous, ils ont confiance en eux également, en leur ressenti, et ensuite, voilà, ils ne tournent pas autour du pot, quoi. Ils y vont, ils foncent. Oui. C'est super. Et donc vous aussi, du coup, suite à cette levée, accélération aussi de tout, quoi, puisque là, aujourd'hui, vous êtes 100 personnes. Oui, on est une centaine, ouais. Ok, une centaine, et puis vous êtes sur la France et l'Espagne aussi. Oui, on a lancé l'Espagne grâce à eux. Enfin, c'était un peu le plan à la base. C'était de montrer que c'était un modèle qui était justement internationalisable plus rapidement. Parce que contrairement à certains concurrents qu'on va avoir face à nous, on ne fait pas la production comptable. On vient s'intégrer avec les logiciels qui sont déjà en place dans les différents pays. C'est ça, ouais. Ce qui, du coup, nous permet d'aller plus vite dans le sens où on n'a pas redéveloppé... Enfin, la partie production comptable, c'est très localisé, ça embarque beaucoup de réglementaires. Donc, à chaque fois que tu vas dans un nouveau pays, il faut le refaire. Et donc, vous, là, vous êtes intégré avec exactement. Nous, on a juste à faire une intégration avec... Enfin, juste. Il ne faut pas minimiser cette partie-là, mais et on a juste à faire une intégration avec le logiciel de comptabilité et du coup, on peut internationaliser le modèle. Okay. Et c'est d'ailleurs aussi dans les discussions avec Conto ce qui faisait du sens, puisque eux, ils sont présents dans 4 pays aujourd'hui en Europe. Ils sont en Italie, en Allemagne, en France, et c'est quoi le dernier ? En Espagne. Et nous, on est en France et en Espagne. Et donc, l'idée, c'est, bien évidemment, ce rapprochement, il est fait pour accélérer sur la partie française, mais également être disponible sur les autres pays. Parce que le pain point est le même partout, quoi. Exactement. Donc, et donc tout est allé très vite. 2020, donc je récapitule. Vous lancez avec Alexis Regat. 2021, commercialisation. 2022, donc vous levez un peu plus de 20 millions. Donc 2024, vous êtes racheté par Conto, quoi. Ouais, vous venez tout juste là, hein, ça a été annoncé il y a quoi, 10 jours, 2 semaines. Exactement, pour tout te dire, ça a été annoncé il y a 2 semaines, mais on vient de faire le closing en début de semaine là, donc. Voilà, c'est vraiment tout prêt. Vraiment incroyable. Exactement. Donc félicitations, en plus racheté par Conto, une super boîte. Oui, c'est sûr que là-dessus. Un succès incroyable aussi. Ouais, ça met des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est là, clairement un succès de la fintech française, tu peux pas rêver mieux. Européenne, mais d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, super rapprochement. On est très content de faire ça avec Conto. Ouais. Avec Conto, donc créé en 2016. C'est vrai que c'est fou, hein, c'est récent encore. Ça n'a même pas 10 ans. Ouais, ils ont 7 ans, je crois. C'est ça. C'est fou. Et donc, par Alexandre Pro et Steve Lavie. Donc, ça. une néobanque, un compte pro en ligne avec des outils de gestion financière avancés. Justement, ils ont vraiment développé autour de leur approche néobanque des services financiers. Donc, on sent quand même une cohérence entre leur modèle et justement ce que vous avez développé.
Et donc, on en parlait tout à l'heure, donc en 8 ans, eux, ils ont 450 000 entreprises clientes. Ils communiquent sur... C'est énorme. Donc, ils ont eu une croissance fulgurante. Mais ça ne m'étonne pas. Enfin, d'ailleurs, de toute façon, on voit assez rapidement quand on arrive dans l'entreprise et qu'on commence à travailler avec eux que c'est des bosseurs, quoi. Ouais. donc, effectivement, 1500 employés chez Conto aujourd'hui. Ouais. Donc, ça reste une grosse structure, mais voilà, là aussi, vous allez être intégré à quand même une grosse structure à taille humaine, et puis avec un ADN, je pense, assez proche du vôtre, une dynamique, une agilité, une ambition, l'expansion. En fait, le rachat, à la base, c'est une discussion qui s'est faite sur le dernier congrès des experts comptables en septembre, où ils étaient présents, et où ils sont venus nous voir en nous disant il y a vraiment quelque chose à faire ensemble, ce serait bien qu'on fasse un partenariat, etc. Et nous, on leur a dit, ok, d'accord. Et puis à ce moment-là, on était en levée de fonds, en fait. On commençait à faire le tour pour... D'accord, ouais. Et là, ils nous ont dit, what, vous êtes en levée de fonds, mais est-ce que vous ne seriez pas ouvert à un rachat, par hasard? Ah bah ouais. Et donc, de fil en aiguille, on en est venu à ce mariage. Mais c'est vrai que je pense que c'était assez facile comme rapprochement parce qu'on a clairement une vision commune. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, il n'y a pas de raison que les logiciels financiers, enfin les outils de gestion financière et la banque soient séparés. Il faut qu'il y ait une expérience unique pour les entreprises. Et eux, ils ont commencé de la néobanque et ils se sont dit, il faut qu'on aide nos entreprises pour que leur quotidien soit facilité. Le paiement, c'est une chose, mais le paiement, c'est lié à des factures, donc on va aussi commencer à aborder avec des outils autour de la facture, et il faut aussi émettre des factures clients, etc., etc. Donc finalement, on n'est pas parti du même endroit, mais avec une vision qui est très partagée, et le rapprochement était évident, en fait. Ouais. Bon, écoute, félicitations. Ouais, merci. Très belle réussite. Si on revient un petit peu sur ton parcours, parce que donc, c'est assez intéressant, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc tu viens de KPMG, et finalement tu as réussi quand même un petit peu à disrupter le monde, donc c'est porteur d'espoir comme message. Voilà, on peut être auditeur et disrupter le monde. Absolument. Tu as fait un peu moins de 10 ans quand même, mais tu as fait déjà une belle expérience chez eux. Ouais. Oui, j'ai fait 7 ans pour être précise chez KPMG. J'ai commencé 3 ans en audit financier. Sur ce qu'on appelle le consumer market, donc c'est tout ce qui est biens de consommation et retail. Et après, je suis partie en conseil. Alors, conseil, à l'époque, ça s'appelait Financial Management. Je pense que ça parle à personne, mais grosso modo, c'est du conseil aux directions financières pour les aider sur plein de sujets différents. Du fast closing, donc comment j'arrive à produire mes reporting avec des délais de plus en plus courts, de l'optimisation de BFR, de l'externalisation, mise en place de centres de services partagés comptables, etc. etc. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et donc après, c'est là que tu rejoins Mailjet. Donc il y a quand même eu une rupture aussi, là, une disruption en toi pour passer de KPMG à Mailjet. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais envie de changer un petit de logiciel? Un AVC et hop là, le lendemain. Non, en fait, un peu envie d'aventure, quoi, aussi. Même pas. En fait, c'est marrant parce que comment dire ça? Ma famille, c'est une famille de fonctionnaires. Donc, là encore, ça transpire pas la disruption. Donc, ce que j'entends par là, c'est que déjà, quand j'ai dit que j'allais travailler dans le privé, mes parents ils m'ont regardé, what, le privé, mais que se passe-t-il? Donc, mais bon, ça allait. On a tout loupé, chérie. Je suis désolé. Je leur ai dit, bon, je vais aller chez KPMG. Là, ils m'ont dit, bon, ça va, c'est sérieux, c'est une grosse structure, quoi. C'était pas qu'il y avait 6000 personnes en France, gros cabinet, Big Four international. Bon, ça va, ok, c'est pas l'administration publique, mais c'est ok. Et puis je me voyais partir dans un gros CAC 40, une direction financière de CAC 40 et autres, un des clients qui me débaucherait, quoi, enfin, le truc hyper classique de tous ceux qui passent par là. Et j'ai rencontré une personne en mission qui, d'ailleurs, aujourd'hui est la chef des opérations chez Regat. Ah, d'accord. Qui, elle, était pas mal...
Je me souviens, on avait cette conversation, on était en mission toutes les deux, on a fait 1 an de mission chez Pixmania. Et on rentrait, on allait prendre le train de banlieue pour rentrer sur Paris. Et je lui dis, tu vas faire quoi après et tout. Elle me fait, directrice financière. Et je la regarde, je lui fais, mais tu crois pas que t'es un petit peu ambitieuse là? Il y a peut-être des étapes entre les deux, entre maintenant et tout. Elle me fait, non, mais genre sur des plus petites structures, genre start-up. Genre, start-up, mais... Tu es quoi? Start-up? J'avais jamais pensé à ça. Et donc, cette personne, elle est partie de KPMG, etc. Et un jour, on va déj ensemble. J'étais en congé mat, ça faisait 7 ans. Et elle me dit, mais est-ce que tu es en train de chercher un poste? Je dis, bah non, pas du tout. Et après, elle m'envoie quand même une annonce d'un poste de directrice financière dans une start-up qui s'appelle Meljet. D'accord. Elle me dit, ouais, franchement, je pense que ça t'irait vraiment super, super bien. C'est énorme. Je fais, bon, allez, je vais aller parler avec le gars au cas où. Bah, le gars en question, c'est Alexis, Alexis, mon associé actuel. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, j'ai commencé et j'ai adoré. Et après, je me suis dit, mais jamais je retournerai dans une grosse structure. C'est hors de question, ça n'arrivera pas. T'as vraiment adoré le changement de culture, déjà, j'imagine. C'est en énorme. général, ça se passe bien. Ouais, ça, c'est bon. Mais également, j'imagine... L'impact. L'impact. Quoi. C'était toi, ta propre patronne quoi, de ton service. T'étais CFO. Et tu prends une décision et en fait, tu vois les impacts business derrière. Ouais. Et ça, c'est génial. Et ça arrivera jamais en bossant, pour ne citer personne, dans une grosse société, sur un poste où finalement tu vas avoir quelque chose de relativement routinier d'ailleurs, qui est toujours un peu pareil. Et ça me faisait peur d'ailleurs pour partir du conseil. Et je me suis dit, les startups, ça a quand même la réputation de bouger tout le temps, etc. Je devrais pas m'ennuyer, ça va aller. Et j'ai pas été déçue. Meljet, intéressant, qui a été racheté d'ailleurs. Ouais. Également, tu faisais partie de l'équipe quand ils ont été rachetés par Mailgun. Oui, c'est ça. En fait, on a travaillé avec Alexis pendant 5 ans pour faire grossir la boîte. Donc, on est quand même passé quand je suis rentrée, ça faisait 300 000 de MRR. Et quand on l'a revendu, ça faisait 1,6 million ou 7 de MRR. Donc MRR? Ouais, de MRR. De revenus récurrents mensuels. Ouais. Ah ouais, joli. On est passé d'un burn, je me souviens plus des chiffres, on est passé break-even, donc on a rendu, on était break-even. Et quand j'avais commencé, on était 70% du revenu en France. Ouais. Et quand on l'a revendu, on était 30% du revenu en France. Et on avait vraiment construit... En 4 ans, quoi. Ouais. Une jolie société européenne. Et donc, en fait, c'est ce que Mailgun a racheté. Donc super. Voilà, c'était une belle aventure. C'était une très belle aventure. Et donc, le rachat par Mailgun, ça a été un des facteurs qui t'a poussé à te poser des questions sur les prochaines étapes, petit peu. En tant que directeur financier, quand ta société elle se fait racheter, ton poste est intrinsèquement complètement bouleversé. Oui, tu perds cet impact dont tu parlais. Quoi. Tu me diras, tout le monde est bouleversé par un rachat. Il y a pas... Mais malgré tout, c'est-à-dire que le poste de directeur financier en start-up, il inclut déjà d'assister au board meeting avec le comité stratégique. Tu as toute la recherche de financement. Tu es vraiment au cœur de l'entreprise, tu as un rôle qui est hyper important, et puis tu as une discussion de proximité avec le CEO sur la stratégie, sur ce que tu vas faire, etc. Et c'est vachement intéressant. Mais quand tu te fais racheter par une plus grosse société... Américaine en plus. Ça. Pareil avec les Américains, mais je veux dire, la proximité... Texan en plus. Voilà. Qui s'appelle Mailgun. Tout est dit. Et donc, en tout cas, tu perds toute la proximité. Les boards qui sont faits avec Thomas Bravo aux US. Donc, toi, tu fais du reporting, en fait. Tu recherches plus de financement. C'est plus du tout le même travail. Ça change complètement. C'est beaucoup moins excitant, ça n'a plus rien à voir. Donc, du coup, je leur ai dit que j'allais faire autre chose. Ouais. Et voilà. Et à ce moment-là, Alexis avait identifié une opportunité qui était pile poil dans mon champ de compétences. On s'est dit, allez, on y va. Mais Alexis, c'était le fondateur de Meljet également? Il était CEO? Ouais, il avait repris la direction, mais c'était pas le fondateur. D'accord. Donc Regat, non, je crois qu'il avait fondé une autre société au tout début de sa carrière professionnelle, mais Regat, c'est vraiment la première qui l'a amené comme ça. Il vient du conseil aussi, j'ai cru voir. Bain et compagnie quand même. Ouais, ça faisait partie des questions. Ah, et toi, là, tu sors de Bain, tu crois que tu vas révolutionner. Voilà, c'est ça. Alors, Bain et KPMG, bravo. Alors là... Après,
arrive quand même souvent. Hein. C'est quand même des bonnes bases. C'est quand même des bonnes bases et ça se confirme à nouveau. Exactement. Et donc, donc c'est là que tous les deux, après quand même cette réussite et cette sortie de Mailjet, bon, c'est là, comme tu disais tout à l'heure, que vous commencez à vous poser des questions et à identifier cette opportunité avec Regatta. Ouais. Exactement. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que moi, j'ai jamais pensé que je deviendrais entrepreneur. Ouais. D'accord, ouais. La vie que je vis aujourd'hui ne correspond pas du tout à... Enfin, si j'avais dû faire un pari en sortant d'école, j'aurais clairement pas parié un copec là-dessus. Hein. C'est vrai. Non. C'est drôle. Il y avait une filiale, je me souviens, en école, ils appelaient ça entrepreneuriat. Moi, j'ai pris bien évidemment la dominante finance. Bonne élève. Voilà, tout à fait. Et donc, il y avait cette filiale entrepreneuriat. Et c'était encore assez rare. Maintenant, il y en a dans toutes les écoles, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas trop. Et je regardais ça et je disais, mais je ne comprends pas, en fait. Pourquoi les gens vont faire ça? Qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment dans ce truc-là? Et ça me semblait complètement en dehors du compréhensible pour moi, quoi. Comme quoi, tu as réussi à quand même garder l'esprit suffisamment ouvert pour te laisser tenter par cette aventure. Bien sûr, sinon on s'ennuie. Mais non, bah écoute, ok. Et donc là, rachat par Conto, une nouvelle direction est donnée. Bon, alors là aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même un vrai plan quoi, derrière cette intégration chez Conto. C'est pas juste une acquisition, une croissance externe, et puis voilà, on vous laisse sur le côté de la route, et puis on verra ce qui se passe. Ouais. Non, ça a été annoncé d'ailleurs avec un vrai plan d'intégration et de création de tout un service dédié au métier de l'expertise comptable. Exactement. Qui est une vraie opportunité de croissance pour Conto. Je crois qu'ils travaillent déjà avec 6000 experts comptables. Donc, donc là, il y a vraiment un focus qui va être donné, qui va vous être donné avec une certaine liberté, j'imagine aussi, une marge de manœuvre, pour vraiment faire monter en puissance ce secteur, cette division en France et en Europe, quoi. C'est ça. En fait, ce que Conto rachète, du coup, parce que, enfin, juste petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est qu'en termes de croissance, aujourd'hui, nous, on a 50% de notre croissance qui est sur la partie expertise comptable et 50% de notre croissance qui est sur la partie entreprise. Et sur la partie expert comptable, il faut savoir qu'on a un partenariat ultra stratégique pour nous, qui est un partenariat avec Sage, qui est un des leaders des logiciels de comptabilité chez les experts comptables notamment, et qui distribue notre solution, en fait. Okay. Ce qui nous a permis vraiment d'avoir une accélération là-dessus et de bien comprendre la dynamique du marché des experts comptables. Vous êtes intégré avec Sage et ils distribuent votre solution. Ouais. Donc il y a un vrai partenariat de distribution, de revente. Exactement. Je te dirais qu'on a également d'autres partenariats avec d'autres éditeurs, mais c'est vrai que c'est plus des partenariats marketing. Ou, voilà. Là, c'est un vrai partenariat. Cégide aussi. Effectivement. C'est classique aussi, un acteur très classique. Majeur dans ce domaine. Et je pense qu'à eux deux, ils doivent avoir 80% du marché. Oui, ça va. Voilà. Ouais, donc, on parlait du go-to-market tout à l'heure. Ça, c'est assez rapidement que c'est arrivé la notion de distribution, en fait, de nouer un gros partenariat avec ces acteurs. En mai 2022, on a fait le partenariat. C'est bien. Et ça nous a propulsé sur la partie. Ça a vraiment décollé direct. Oui, exactement. Parce que le marché des experts comptables peut parfois être un peu conservateur. Et donc, arriver avec une marque qui est connue, ça te donne un crédit que tu as beaucoup de mal à acquérir comme ça. Enfin voilà, ça mettrait des années à construire en fait. Ils apportaient une vraie valeur ajoutée à leur base installée de clients ou de prospects. Exactement. D'accord. Et donc du coup, effectivement, donc, tout ça pour revenir à la question initiale, pourquoi Conto nous a racheté et pourquoi ils font cette BU qui est effectivement dédiée aux experts comptables. Ce qu'ils rachètent, c'est bien évidemment un produit, une compréhension des besoins des PME et de la finance, parce que il y a quand même, ça s'invente pas, il faut quand même comprendre ce que c'est la finance, et cette compréhension du marché des experts comptables. Et jusqu'ici, ils avaient effectivement ces 6000 experts comptables qui étaient utilisateurs de leurs produits pour récupérer les documents de leurs entreprises, enfin de leurs clients, mais ce n'était pas leurs clients. D'accord. Et finalement, il leur parlait relativement peu. Il y avait un portail expert comptable sur la plateforme pour qu'ils puissent récupérer les éléments. Mais ils se sont dit, finalement, ces experts comptables, ils sont quand même une clé de voûte aussi de tout ce maillage des TPE-PME en France. Et en fait, il faut qu'on arrive à communiquer avec eux et à leur montrer qu'il y a une vraie valeur à utiliser Conto. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que nous, on crée une business unit. Tout à fait cohérent, ouais. On a déjà cette interface pour les experts comptables qui leur permet d'automatiser tous les traitements comptables des pièces qui arrivent dans la solution. L'idée étant bien évidemment de conserver toute cette chose-là, l'apporter à Conto
et également de monter en sophistication dans les outils financiers qui sont proposés sur Conto. Donc voilà. D'accord, ok. Et donc cette business unit, en fait, qui va être créée, si je comprends bien, ça va intégrer toute l'équipe de Regat actuelle ou une partie, un mix un peu entre l'équipe actuelle et une partie des équipes de Conto? Comment ça c'est peut-être un peu tôt aussi pour... Alors, bien évidemment, pour savoir exactement comment ça va se passer, mais... c'est une progresse. Voilà. Non, mais on est assez clair sur la direction que ça va prendre. Mais après, on sait où on veut atterrir. Donc, le point de chute dans 3 ans, il est bien connu et identifié. Après, les chemins pour y aller... Comment? C'est-à-dire, ça va être quoi? C'est un chiffre? C'est un volume de... Non, on sait qu'on ne veut pas avoir de plateforme. On sait qu'on veut qu'une seule plateforme à maintenir. C'est plutôt produit déjà. Ok, intéressant. Ouais. Et ensuite, et on sait aussi ce qu'on veut générer en termes de go-to-market. Ouais. Sur ce qui est attendu en termes d'effet go-to-market, qui est un peu à double entrée du côté des experts comptables et du côté des entreprises. Okay. Donc bref, sans rentrer dans toute la stratégie de la société. Donc, vous avez un objectif, en tout cas, en termes de nombre de clients. Voilà, il y a un objectif très clair qui a été identifié. Après, la route, la roadmap, les timelines, toutes les étapes intermédiaires, ça, c'est des choses qui sont en train d'être discutées. Okay. Ce qui est super dans cette intégration, et je pèse mes mots parce que j'en ai quand même vécu une autre, qui n'était pas dans le même acabit, c'est que du coup, les personas que nous on servait, les entreprises et les experts comptables, demain, on continue à servir les mêmes. C'est-à-dire que même si Regat devient une BU qui va s'occuper des experts comptables, les entreprises dont on s'occupe aujourd'hui, elles ne sont pas laissées pour compte. C'est-à-dire qu'elles vont avoir les mêmes fonctionnalités qui vont être disponibles sur la plateforme, Bien etc. Sûr. Et donc, les gens qui étaient chez nous et qui travaillaient, qui étaient plutôt dédiés, parce que nous, il y a quand même un peu cette spécialisation, vu qu'encore une fois, ce n'est pas forcément les mêmes besoins, les mêmes façons de travailler, etc. Donc, les gens qui étaient spécialisés en entreprise, leurs compétences, elles peuvent être... très valorisable côté Conto. Donc en fait, il n'y a personne qui est vraiment dans une situation c'est vraiment un win-win, quoi. Ouais. Vous allez apporter aux clients de Conto autant que Conto va apporter à vos clients, en fait. Exactement. C'est intéressant. Donc ça, c'est super. C'est vrai que tu vois, par exemple, quand on s'est fait racheter par Melgun, c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'overlap en termes de ressources. C'était une stratégie de build-up de private equity. Donc ça veut dire que l'objectif c'était de dégager du cash, donc réduction des effectifs, ça fait moins rêver, etc. Ouais, c'était pas là du tout la même histoire. Là, on n'est pas du tout sur ces mêmes. Enfin, il y a vraiment. Parce que là, au contraire, vous capitalisez pour grandir ensemble. Exactement. Donc c'est. Ah, c'est super. C'est juste idéal. Après, bien sûr, c'est une intégration et tout ne va pas être rose. Ça va être difficile, il va y avoir du travail. Bien sûr. Mais c'est vraiment idéal. Je pense qu'on peut pas rêver mieux, quoi. Ambitieux. Voilà, vous allez vous challenger les uns les autres, mais voilà, il y a un objectif ultra positif derrière. Exactement. Et donc, également, volonté d'étendre la solution Regat donc, aux autres pays. Notamment ceux là où Conto est déjà, donc l'Allemagne, en plus vous êtes France-Espagne, ils ont également Allemagne-Italie, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc volonté de vous étendre dans ces pays également. Exactement. Potentiellement au-delà ou comment? Déjà dans un premier temps, Allemagne-Italie, ça sera un peu de boulot. Ça fait déjà pas mal. Donc intégration avec les solutions comptables locales potentiellement. Exactement. Bon, après, il faut savoir que le marché est différent un peu partout. Donc en France, tu vas avoir un marché très fragmenté au niveau de... Une fois que tu as Sage et que tu as Cegid, on va dire que tu as 80% du marché, puis après tu vas avoir un peu d'ACD, tu as 2-3 logiciels. En Allemagne, tu as 90% du marché, c'est Datev. Une fois que tu as fait une intégration, pas mal. Tu couvres pas mal de... Oui, tu commences par celle-là, quoi. Ça va, ouais, tu sais par laquelle commencer. Donc voilà. Mais effectivement, après, de toute façon, l'objectif de Conto, c'est d'être... Alors, je ne sais plus comment ils se qualifient, mais c'est plus une néobanque, parce que pour eux, c'est vraiment un outil de gestion financière. Ils ont changé leur com, Exactement. Et c'est vrai qu'ils pan-européen. De néobanque. Non, non, parce que c'est une partie de leur offre, en fait, mais c'est pas le... C'est vrai, c'est plus un service financier maintenant. Voilà, et donc ils aident... l'idée, c'est faciliter le quotidien des TPE et des PME sur toute l'Europe. Donc, bien évidemment... Avec ces 4 pays, on a déjà une grosse partie du marché en termes de TAM. Voilà. Et après, j'imagine qu'effectivement, ils regarderont les opportunités pour continuer
à grandir, mais ça va se faire assez naturellement, je pense. Joli. Et Alexis et toi, vous allez garder à peu près la même répartition des tâches, le même rôle dans cette division Oui, grosso modo. À peu près, de toute façon, il y a à peu près la même équipe, donc voilà ça. Et vous restez indépendant quand même, vous gardez une certaine indépendance à l'intérieur de Conto, puisque vous restez un peu sur votre cœur de métier, il y a un peu de... Alors, je ne parlerai pas d'indépendance. Enfin, je ne sais pas, d'indépendance par rapport à qui, du coup, mais... non, mais enfin, c'est une stratégie commune. Donc, non, il y a quand même beaucoup de synchronisation et il faut qu'on soit bien se concerte. Ouais, bien sûr. Voilà, parce qu'il faut tirer le mieux de ce qui est attiré, dans le sens où il faut qu'on arrive... Donc, Conto est très fort dans l'acquisition des TPE, PME. Nous, il faut qu'on arrive à faire comprendre à leurs experts comptables que Regat, c'est génial, qu'ils vont gagner du temps sur la comptabilisation, que tout va arriver tout seul dans leur logiciel de comptabilité. Donc, sur leur acquisition, nous, on peut leverager. Et par ailleurs, il faut que nos experts comptables comprennent que, en fait, ils peuvent mettre leurs clients et que leurs clients vont avoir une expérience premium avec Conto, Regat, pour leur gestion quotidienne. Donc, c'est ça. Et nous, les experts comptables, effectivement, ça va devenir un peu, ça va être nos chouchous, quoi. On va en prendre soin, on va travailler avec eux, quoi. Bien sûr, comme vous l'avez toujours fait. Bon, écoute, c'est super, en tout cas, c'est très positif. Encore félicitations à toi, à Alexis, à toute l'équipe de Regat. Et puis, gros travail de toute l'équipe. Très, très enthousiaste de voir ce mariage donc, se concrétiser entre Conto et Regat, et puis tout le potentiel en fait, qui se dessine derrière. Merci beaucoup. Vraiment, merci Laura en tout cas d'être venue partager ton expérience et puis toute ton aventure sur FinTech Club. Et écoute, tu reviens quand tu veux en tout cas. Avec plaisir. À très vite. Merci. Ciao.